Merci de nous rejoindre sur Chérif La Télévision pour un nouveau journal dont voici le principal titre. Après la tenue des ateliers d'information et de sensibilisation sur la lutte contre la mise à feu précoce dans les communes rurales de Kassaro et Sebekoro, la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé a procédé le mercredi 22 janvier 2020 à la fixation des quotas annuels d'exploitation des massifs forestiers des communes rurales du cercle de Kita. La cérémonie était couplée à une remise de matériel aux exploitants forestiers. Un seul titre pour ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Je l'annonçais à l'instant, après la tenue des ateliers d'information et de sensibilisation sur la lutte contre la mise à feu précoce dans les communes rurales de Kassaro et Sebekoro, la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé a procédé le mercredi 22 janvier 2020 à la fixation des quotas annuels d'exploitation des massifs forestiers des communes rurales du cercle de Kita. La cérémonie, qui était couplée à une remise de matériel aux exploitants forestiers, s'est déroulée dans l'enceinte du service technique des eaux et forêts de Kita sous la présidence du sous-préfet de Sirakoro. Elle a aussi enregistré la participation des agents techniques des eaux et forêts ainsi que des exploitants forestiers des différentes communes concernées. Suivant ce reportage de nos envoyés spéciaux depuis Kita. La de quotas annuels est un exercice auquel s'adonne le service technique des eaux et forêts, la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé et les exploitants forestiers. Il s'agit de fixer la quantité de bois exploitable pour la période 2020. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'aménagement des massifs forestiers du cercle de Kita. La fixation des quotas n'est autre chose que la quantité des produits qu'on doit exploiter au niveau des massifs sous aménagement. Parce que la loi parle toujours du plan d'aménagement. Sans plan d'aménagement, on ne doit pas faire de prélèvement de produits. Donc, dans ce contexte, nous, on a organisé cette rencontre pour que les populations concernées puissent avoir la quantité de bois ou bien des produits non liés qui doivent être exploités au niveau de leur localité annuellement. Cette cérémonie a été couplée par une remise de 37 motos de marque royale destinées au comité de gestion des massifs forestiers et aux maires des communes rurales du cercle de Kita, 10 brouettes, 20 arrosoirs et des kits d'installation de pépinières, le tout pour un coût total de 21 millions de francs CFA. Ces matériels permettront de renforcer les capacités des exploitants forestiers. Et la remise des matériels n'est autre chose que, dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans d'aménagement, il y a des activités qu'on doit réaliser, telles que les reboisements, l'ouverture des pare-feux, la régénération assistée. Donc les matériels sont là pour faire ces travaux. Nous sommes tous ensemble parce qu'on doit tous œuvrer dans le même sens pour la bonne mise en œuvre de ces plans d'aménagement. Et c'est ce que moi j'ai conseillé tout de suite à tous les acteurs. Il faut que les gens se donnent la main, les gens se communiquent nuit et jour pour la réussite de ces activités. Mon inquiétude était là à un moment donné. Mais le fait qu'on a une moto par comité et le suivi pour le suivi des activités, que ce soit le marquage, que ce soit la coupe, que ce soit tous les points, surtout le renforcement des capacités sont très importants. Et je pense que si le suivi se fait normalement par le comité et aussi par les techniciens, les points focaux des services des eaux de forêt, moi je pense que les choses pourront marcher. Ça va nous permettre de régénérer encore des bois et ça va nous permettre d'éviter que ces bois soient gâtés par l'âge. Je pense qu'il faut dire merci. Les élus communaux qui se sont réjouis de la tenue de cette réunion promettent de faire la restitution des conclusions issues de cette rencontre aux populations.
Dans le cadre de la fixation du quota des exploitations forestières au titre de l'année 2020, dans le cercle de Kita, le sous-préfet de la commune de Sirakoro a salué le partenariat existant entre la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Sissé, le service technique des eaux et forêts et les exploitants forestiers, tout en invitant les différentes parties à préserver et respecter le contrat annuel des exploitations et conformément à l'élaboration des plans d'aménagement des massifs forestiers du cercle de Kita. Il s'est dit très honoré de présider la présente cérémonie. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. L'entame de mes propos lors de l'ouverture ce matin, j'ai dit que, en tout cas, quand cette affaire de massif avait commencé, le plan d'aménagement avait commencé, les populations n'avaient pas compris le processus. Elles n'avaient pas compris le système. Ça, c'est faute de sensibilisation. Au départ, les populations estimaient que les plans d'aménagement visaient simplement à leur déposséder de leurs terres et à les attribuer à des particuliers. Donc, compte tenu de cet état de fait, beaucoup étaient déjà réticents au problème. Mais maintenant, avec un peu de sensibilisation au niveau des collectivités, les gens commencent à comprendre le problème. Et quand le nouveau gouverneur est arrivé, lui il a pris la décision d'interdire carrément l'exploitation au niveau de certaines localités comme Sirakoro, comme Sebekoro. Parce que dans ces localités-là, il n'y avait pas de plan d'aménagement. Il a estimé qu'il fallait mettre en place les plans d'aménagement avant que l'exploitation ne commence. Et je crois que c'est ce qui est fait maintenant. Et ce que j'ai eu à dire aux populations ce matin, c'est qu'il y a deux points sur lesquels il faut beaucoup insister. On parle d'exploitation, c'est vrai, mais il faut aussi parler de reboisement. Parce que les deux vont de pair. On ne peut pas couper sans planter. Sinon, nous serons envahis par le désert. Et c'est ce que j'ai dit ce matin aux populations, aux intervenants, aux participants dans la salle. C'est un ouf de soulagement parce que je l'ai dit dans mes propos de ce matin aussi. C'est un partenariat gagnant-gagnant à mon avis entre la société de gestion forestière d'une part, l'État représenté par les services techniques, c'est-à-dire les eaux et forêts d'autre part, et les populations. Vous avez vu que aujourd'hui, on a mis en place des comités villageois. Ces comités-là vont intervenir dans l'exploitation forestière. Et ces comités-là travaillent en collaboration avec les services techniques, avec les collectivités. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Chacun aura son compte. La cérémonie de signature de l'accord cadre entre la Chambre des mines du Mali et SAR Emploi AVPLUS a eu lieu ce jeudi 23 janvier 2020 à Bamako. L'objectif de cette signature est pour la gestion de l'adhésion des artisans miniers au régime de l'assurance volontaire de l'INPS. C'était donc en présence du représentant du ministre des Mines et du Pétrole et plusieurs autres personnalités. Nous suivons donc ce reportage signé Boubacar Traoré et Fousseini Keïta. Les artisans miniers viennent de bénéficier de l'accès à la couverture sociale au plus grand nombre de travailleurs non salariés à travers cette signature de l'accord cadre entre la Chambre des mines et la société SAER Emploi AVPLUS. Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de délégation de gestion qui lie l'INPS à SAER Emploi AVPLUS, en tant que mandataire, nous avons mis en place une organisation appropriée et dégagé une stratégie innovante permettant d'avoir le maximum d'adhérents au régime de l'assurance volontaire de l'INPS. C'est ainsi que nous assistons le prospect depuis l'enrôlement jusqu'à la justesse des prestations en passant par la constitution des dossiers et le paiement des cotisations. Dans la pratique, en plus de la simplification des procédures administratives pour la constitution des dossiers, l'adhérent a la faculté de s'acquitter de sa cotisation à sa guise. Le rythme qu'il aura choisi, l'essentiel est que la cotisation soit au complet à la fin du trimestre de référence. Le paiement peut se faire de son lieu de travail par Orange Money en composant le dièse 144 dièse 3411 dièse ou encore auprès des agences AVPLUS. Il est possible également de payer par les circuits traditionnels comme Wari, MobiCash et les autres systèmes de paiement électronique qui seront mis en œuvre dans le pays plus tard.
Le président de la Chambre des mines salue à sa juste valeur cette initiative prise par SAER AV+, et promet l'adhésion de plusieurs artisans miniers. À cette adresse, j'associe également les exploitants de carrières et les exploitants de sable et de gravier sur toute l'étendue du territoire national. Je m'adresse donc à vous pour dire qu'à partir de cet instant précis, l'INPS et la SAER Emploi se sont mis ensemble pour mettre la balle dans notre camp, c'est-à-dire une balle à notre portée, juste sous nos pieds, et alors il ne nous reste plus qu'à la saisir au rebond et de transformer l'essai. Si l'assurance se définit comme un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un événement incertain et aléatoire, souvent appelé risque, alors elle doit nécessairement concerner les orpailleurs maliens et avec eux l'ensemble des artisans miniers, y compris les exploitants des matériaux de construction. Regroupés en associations, en coopératives et en fédérations et en confédérations, les artisans miniers maliens ont tout intérêt à adhérer à une assurance quelconque. La cérémonie a pris fin par la signature de la convention entre les parties sous la supervision du représentant du ministre des Mines et du Pétrole. Autre actualité de ce vendredi, fin de 3 ans de bataille judiciaire entre Mme Dambélé Ouléma-Tousso, l'ancienne secrétaire générale de la CAFO de 2008 et l'ancienne présidente de la dite organisation, au cours de laquelle Mme Dambélé est sortie gagnante du procès. L'information a été donnée par son avocat ce jeudi 23 janvier en présence des hommes de médias et les sensibilités féminines de toutes les régions du Mali. C'est un reportage de Sadio Sidibé. Après 3 ans de péripéties judiciaires opposant l'ancien bureau à l'actuel bureau, le verdict est donc tombé, déclarant Mme Dambélé Ouléma-Tousso, présidente nationale de la CAFO, suite aux résolutions de la dernière Assemblée générale extraordinaire de la coordination des associations et ONG féminines du Mali. La tractation aura duré plusieurs années, selon l'avocat d'Ouléma-Tousso. Très bien, vous savez que dans la vie de toute une institution, de toute une organisation, il y a le moment de difficulté et d'incompréhension. J'ai été approché par les femmes en 2014 suite à l'expiration du mandat qui était présidé par Mme Oumou Touré. Le mandat était arrivé à l'expiration le juin 2013. C'est ainsi que la justice du Mali a demandé aux femmes d'organiser l'Assemblée générale extraordinaire pour élire les nouvelles instances. Et à partir de cette décision, le 30 décembre 2017, un nouveau bureau a été mis en place qui est présidé par Mme Dambélé Ouléma-Tousso. Et les résolutions de cette assemblée ont été attaquées par Mme Fatoumata Sissogo devant le tribunal de grande instance de la commune 3 qui l'a déclaré irrécevable pour défaut de qualité puisqu'elle n'avait pas la qualité d'attaquer les résolutions de l'assemblée du 30 décembre 2017. Et elle a interjeté appel contre cette décision, c'est que son droit. La cour d'appel est revenue sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de la commune 3. Et Mme Oulématou a formé pourvoi. On est allé devant la Cour suprême en termes clairs. Et la Cour suprême a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bamako. Cela veut dire que la Cour suprême est revenu sur la décision de la Cour d'appel. Donc c'est pour dire tout simplement que le bureau qui a été élu le 30 décembre 2017 et les résolutions issues de l'Assemblée sont les seules aujourd'hui qui valent. Et la décision de la Cour suprême du Mali en témoigne. C'est pour vous dire tout simplement que l'arrêt de la Cour suprême met fin définitivement du contentieux à la CAFO. Donc le seul organe représentatif légalement aujourd'hui, c'est le bureau qui est présidé par Mme Dambélé Ouléma-Tousso. Visiblement très satisfaite, la présidente nationale a tenu à remercier la justice malienne pour son exactitude ainsi que ses collègues. On a décliné les axes, n'est-ce pas, d'un plan quinquennal, n'est-ce pas, qui comporte un peu des aspects
du développement institutionnel et organisationnel des associations et des ONG, même de la CAFO. Nous avons également un grand programme, n'est-ce pas, de renforcement des capacités. Et nous avons également un grand programme, n'est-ce pas, pour l'autonomisation, n'est-ce pas, des femmes, y compris la jeune fille et la femme rurale. Donc, pour ne dire que c'est là, mais vous disposez déjà, n'est-ce pas, des différents axes. Et c'est à travers ces axes-là que nous allons faire non seulement des activités, mais nous allons également monter des projets au bénéfice, n'est-ce pas, des femmes. Nous proposons dès l'information de l'opinion publique, des autorités, de l'opinion nationale, et nous proposons vraiment d'aller à la base. En fait, il y a la participation des femmes, un programme de participation des femmes aux processus électoraux, un programme de participation des femmes à la gestion de la crise, n'est-ce pas, du Mali. Et pour cela, nous voulons que les femmes participent dans les différents organes et mécanismes de gestion de la paix, de la sécurité et de la réconciliation nationale. Ça, c'est par exemple un gros axe, par exemple, qui va comporter, même par rapport aux recommandations et conclusions du dialogue national inclusif, on doit disséminer ça au niveau de la base pour que vraiment les femmes puissent s'en approprier et puis s'impliquer dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces recommandations, parce que nous-mêmes on était au niveau, n'est-ce pas, du dialogue et nous avons fait des propositions que les hommes ont bien voulu, que le dialogue a bien voulu intégrer, même le sport féminin. Donc il faut donner, n'est-ce pas, du contenu à tout cela pour que vraiment les femmes puissent être au diapason des choses du développement. La rencontre a pris fin par une photo de famille. Le commentaire de cet élément était signé Kafouné Batili. Actualité nationale toujours, le professeur Diankounda Traoré, haut représentant du président de la République pour les régions du centre, estime avoir des solutions pour sortir les régions du centre du Mali de la violence. Ancien président de la République, le haut représentant du chef de l'État a dévoilé sa mission au cours d'une conférence de presse le 23 janvier 2020 à Bamako. Déjà, il a envoyé des émissaires aux deux grandes figures de l'insurrection djihadiste que sont Amadou Koufa et Iyad Agali. Amadou Diarra. C'est possible à envisager avec Amadou Koufa et Iyad Agali, dixit l'ancien chef d'État malien, le professeur Diankounda Traoré. Selon le haut représentant pour les régions du centre, le dialogue est obligatoire à toutes les étapes du processus de paix afin de ramener à la raison ceux qui ont choisi de prendre les armes contre leur propre pays. C'est dans ce cadre que des émissaires sont déployés sur le terrain afin de mener des actions. Des bénévoles ont accepté de se rendre auprès des populations pour identifier les acteurs clés de la violence. Le professeur Diankounda Traoré dit avoir envoyé des émissaires en direction de Koufa et d'Iyad afin de les associer au pourparlers sur la crise sécuritaire dans les parties centrales et septentrionales du pays. Le travail abattu depuis sa nomination en juin dernier a permis de comprendre la nature de la crise qui est tout sauf un conflit intercommunautaire. Pour l'ancien président de la République, le djihadisme s'est incrusté sur de vieilles rancœurs entre éleveurs et agriculteurs. Très opportunistes, les djihadistes ont exploité ces conflits locaux en recrutant des combattants au sein de chaque communauté ethnique. Pour attaquer des Dogons, ils utilisent des Peuls pour faire croire que ce sont les Peuls qui les attaquent. Et pour attaquer des Peuls, ils utilisent les Dogons, a expliqué le haut représentant du président de la République. Malheureusement, a-t-il affirmé, certaines communautés sont tombées dans le piège. Ainsi, le traquenard des djihadistes a poussé certaines communautés à s'organiser jusque dans la diaspora afin d'acheter des armes pour armer des milices dans les villages. Cela a beaucoup contribué à l'aggravation de l'insécurité dans les régions du centre. Avec le retrait de l'État, les villages se sont embrasés, chaque communauté ne comptant que sur ses propres moyens pour se défendre. La bonne nouvelle, selon Diankounda Traoré, c'est que la confiance renaît de plus en plus entre les communautés et le masque des djihadistes qui se cachent derrière les conflits locaux tombe. La mauvaise nouvelle est que les terroristes vont changer de stratégie. Il faudra s'attendre à des attaques violentes contre nos forces armées et de défense, a-t-il prévenu. La guerre contre le terrorisme n'est pas que le combat du Mali seul, à en croire le haut représentant du président Ibeka pour les régions du centre. En attendant, la coalition internationale qui appelle de tous ses voeux pour affronter l'hydre djihadiste, l'heure est à la mobilisation. Nous avons des suggestions et des propositions pour les chefs d'État. Nous avons des solutions et ce ne sont pas des solutions partielles, a commenté l'ancien président de la République, le professeur Diankounda Traoré. Et nous restons avec Amadou Diarra pour nous faire le point de l'actualité africaine et internationale.
Chez nos voisins de la Guinée-Conakry, 3 personnes sont mortes jeudi dans des heurts entre les forces de sécurité et la jeunesse de la ville de Labé dans le centre du pays. Labé est un des centres de la contestation du référendum constitutionnel demandé par le président de la République, Alpha Condé. Des centaines de manifestants se sont mobilisés dans la matinée et très vite, des tensions ont abouti à des affrontements avec les forces de sécurité qui ont utilisé des armes à balles réelles. Ce vendredi matin, Labé se réveille encore dans l'inquiétude totale. Suite de l'affaire de l'ancien président ivoirien, autorisé pour la première fois à s'exprimer dans le procès, les avocats de la Côte d'Ivoire s'opposent à la levée des conditions imposées à Laurent Gbagbo. L'ex-président n'est notamment pas autorisé à quitter Bruxelles, où il réside désormais sans autorisation. Jean-Pierre Mignard et Jean-Paul Benoît demandent que ces restrictions soient imposées jusqu'à la clôture définitive de l'affaire. L'appel intenté par la procureure contre l'acquittement prononcé il y a un an en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est toujours en cours. Il ne sera pas plaidé avant plutôt l'été prochain. Il faudra ensuite que les juges rendent leur décision, une étape qui peut prendre plusieurs mois. L'ancien président réclame donc une liberté totale, mais les avocats de la Côte d'Ivoire estiment que l'affaire n'est pas encore terminée, qu'il pourrait fuir dans un autre pays ou intimider tout simplement les témoins. À l'issue de la réunion des pays voisins de la Libye à Alger ce jeudi 23 janvier, le ministre algérien des Affaires étrangères a souligné que cette réunion avait pour objectif de soutenir la paix entre les Libyens avant toute chose. Organisée à l'initiative de l'Algérie, cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des efforts des voisins de la Libye qui veulent participer à la recherche d'une solution politique au conflit. Ce sont les premiers impactés par les retombées de cette crise. Cette réunion n'est pas un mécanisme, mais plutôt une concertation pour se coordonner et faire entendre la voix des pays voisins, a précisé le ministre algérien des Affaires étrangères devant ses homologues tunisiens, égyptiens, tchadiens et maliens. Des diplomates du Soudan et du Niger étaient également présents lorsque le chef de la diplomatie algérienne a réaffirmé l'attachement de l'Algérie à la nécessité d'encourager les deux parties à régler leur crise par le dialogue et loin de toute ingérence étrangère. Encore des rebondissements dans le dossier les Luanda Leaks. Le président du conseil d'administration d'une banque angolaise a démissionné au lendemain de la publication de son nom dans les accusations de corruption contre la milliardaire Isabel dos Santos, selon une lettre dont l'AFP a pris connaissance jeudi. Mario Leite da Silva était président de Banco de Fomento Angola, la 3e banque du pays. Il a annoncé sa démission dans une lettre datée du 20 janvier, le lendemain du jour où son nom est apparu dans des documents, les Luanda Leaks, contenant des accusations de profit illicite contre Isabel dos Santos, fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Da Silva avait été cité mercredi par un procureur comme un des 5 suspects dans une enquête ouverte pour fraude et corruption dans l'entreprise pétrolière publique Sonangol. Dans sa lettre, il a néanmoins justifié sa démission par le fait qu'il n'avait pas été retenu dans le nouveau conseil d'administration de la Banco de Fomento Angola. Au Liban à présent, le nouveau gouvernement mené par le Premier ministre Hassan Diab devra rétablir la confiance à l'international comme à l'intérieur du pays. Par ailleurs, des voix s'élèvent dans le pays pour critiquer ce nouveau gouvernement, finalement très proche du Hezbollah et de ses alliés politiques. Député de la région de Chouf depuis une trentaine d'années, ministre à de nombreuses reprises, Marwan Hamadé est un vétéran de la politique libanaise. Au cours de sa longue carrière, ce membre de la communauté druze a survécu à une trentaine d'assassinats. Pour lui, le destin du Liban reste façonné par la situation régionale. Et enfin, une nouvelle restriction pour entrer aux États-Unis d'Amérique. L'administration de Donald Trump va limiter des visas octroyés aux femmes enceintes soupçonnées de vouloir accoucher aux États-Unis pour que leurs enfants obtiennent la nationalité américaine. Elle est en effet accordée à tous ceux qui naissent sur le territoire américain. La mesure entre en vigueur ce vendredi 24 janvier. Dans un communiqué, la présidence évoque la nécessité de renforcer la sécurité du système d'immigration et de protéger l'intégrité de la citoyenneté américaine. La Maison-Blanche parle d'une industrie du tourisme de la maternité qui surcharge les hôpitaux et alimente les activités criminelles. Ainsi s'achève cette édition d'information. Restez au parfum des programmes de Chérif La Télévision. Tout à l'heure, vous retrouverez Mamadou Ben Chérif Soumano à partir de 21h pour le journal en langue nationale Bamanakan. D'ici là, portez-vous très bien. Bonsoir.